Selon les dernières nouvelles, les affrontements se poursuivent entre les FARDC soutenus par les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Des milliers de déplacés sont signalés dans la région de Saké. Plusieurs initiatives diplomatiques qui ont échoué. Les Nations Unies estiment que la feuille de route de Nairobi et celui de Luanda restent le seul moyen pour restaurer la paix en République démocratique du Congo. Mais de son côté, Félix Tshisekedi a déclaré qu'il ne va pas négocier avec le Rwanda. Mais quel partenaire fiable pour la République démocratique du Congo? La force de l'EAC et la SADC presque hypocrite. Pendant ce temps, les états-majors des regroupements politiques à Kinshasa sont dans la guerre pour la nomination du Premier ministre. Ça fait débat. Aujourd'hui, nous avons notre thématique détérioration de la sécurité au Nord Kivu. Faut-il négocier avec le Rwanda ou continuer à combattre? Nous avons sur ce plateau des invités, et pas le moindre, M. Norbert Yamba qui est analyste politique, proche de l'Union Sacrée. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Monsieur Freddy Moulumba, qui est journaliste, mais aussi politologue. Bienvenue à vous également. Merci, madame. Et monsieur Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Bonjour, monsieur Ferdinand, et bienvenue. Merci, madame. Alors, le décor est planté, mesdames, messieurs. Ça fait débat. Oui, nous allons débattre de cette thématique. Déjà, la toute première question, aujourd'hui, si on devrait faire un bilan sur cette situation d'insécurité en République démocratique du Congo, on se dit, oui, la guerre qui a commencé depuis belle lurette. On le dit, la guerre, on parle de la guerre d'agression, oui, on est agressé. Mais aujourd'hui, il faudrait carrément dire que nous sommes en guerre, M. Freddy Moulumba. Oui, je pense que nous sommes en guerre. Les Rwandais nous ont attaqués. Parce que les Rwandais, les Kagame, occupent les territoires congolais. Donc c'est militaire, les soldats rwandais. Et derrière ces soldats rwandais, vous avez l'Occident. Il ne faudrait pas encore porter des gants. L'Occident qui est responsable, c'est que nous arrive. Quand je dis Occident, vous avez les grandes puissances occidentales. D'un côté, de l'autre côté, ce qu'on appelle les globalistes, les mondialistes, les hommes d'affaires qui sont à Kigali. En fait, dans la tête de nos amis occidentaux, américains tout comme européens, les Rwandais, c'est les gendarmes de l'Afrique pour eux. Pour quelles raisons? D'abord, le Rwanda fournit des casques bleus, des soldats à l'ONU, des mêmes comme des casques bleus. Ils sont dans certains pays africains. Les Rwandais pillent, tuent avec l'accord du monde occidental. Les Rwandais sont devenus les premiers producteurs du coltan sans avoir de mines. Dernièrement, il y a une entreprise Rio Tinto qui vient de signer un accord avec les Rwandais sur le lithium. Le lithium se trouve au Congo. Dernièrement aussi, vous avez des diplomates, un président polonais qui a fait une déclaration qu'il va soutenir le Rwanda contre nous. C'est très clair. Mais en réalité, nous sommes au cœur d'une compétition entre la Russie, la Chine et l'Amérique. Mais le problème se trouve à quel niveau? Les Américains et les Occidentaux préfèrent les Rwandais, c'est parce que dans leur système économique, il y a ce que je peux appeler les capitalismes prédateurs, ou bien ce que je peux aussi signifier le système économique de prédation. Ça signifie qu'ils ne peuvent pas acheter notre matière première normalement, comme la Chine l'a fait, et d'autres puissances, et préfèrent passer par des guerres pour nous piller. C'est leur manière de faire les affaires. Donc pour eux, c'est normal de s'arranger, faire la guerre au Congo, tuer des Congolais et piller. Et de venir à Kinshasa, négocier avec le gouvernement pour avoir droit à accès aux matières premières. Mais pourquoi ça fait au moins plus de 10 millions de morts, 7 millions de blessés, pardon, 7 millions de déplacés internes. Vous avez vu les images à Saké. Personne n'en parle. Les médias n'en parlent même pas. Pourquoi cette omerta? Pourquoi ces silences dans le monde occidental? Kagame a des éléments de chantage
sur les hommes politiques occidentaux. Le premier élément, c'est la corruption. La plupart des gens qui sont avec Kagame touchent beaucoup d'argent. Et Kagame a des preuves. Les jours où un homme politique occidental va parler, il va mettre sa place publique, c'est fini. Maintenant, il les fait chanter. Deuxième élément, c'est les femmes rwandaises. Vous connaissez leur jeu. Et beaucoup d'amis occidentaux qui vont à Kigali, ils ont des copines rwandaises. Et quand ils sont des copines, vous comprendrez, tout est filmé. Et quand ils veulent parler, on brandit ça. Vous parlez, on va mettre sur la place publique. Voilà pourquoi le monde occidental, donc les hommes politiques occidentaux, ont peur d'affronter Kagame. Mais si les hommes politiques occidentaux ont peur, que fait la République démocratique du Congo au-delà de dénoncer? Monsieur Yamba. Merci beaucoup, parce que là, mon ami Freddy est en train de faire des révélations. Je ne savais pas que les femmes rwandaises étaient aussi attirables, au point où tous ces gens qui défilent au Rwanda sont soumis à un exercice tel que, bon, il faut tomber sur ces femmes-là. Mais c'est un peu plus que ça, Freddy, vous savez. C'est un peu plus que ça, parce que si l'on parlait de la beauté de la femme, les Congolais seraient véritablement les meilleures femmes qui peuvent faire la compétition à l'échelle internationale. Quand cela les tient, il faut reconnaître que la guerre de l'Est, la guerre dans l'Est de notre pays relève d'une convergence d'intérêts. Certainement qu'on est en face du Rwanda, mais il faut bien comprendre la géopolitique internationale pour bien faire une analyse conséquente. Il y a convergence d'intérêts, pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a des gens qui ont pris un certain nombre de décisions d'anticipation par rapport au contexte planétaire et qui pensent qu'aujourd'hui, demain, il devrait y avoir ce qu'on appelle des voitures électriques, il devrait y avoir besoin de fusées, il faut faire il faut fouiner l'espace, compagnie, etc. On a besoin d'un certain nombre de minéraux qui, en réalité, on les retrouve à proportion d'un tiers au Congo-Kinshasa. Et focalisés dans cet espace. Et donc, ces gens-là savent que l'Afrique n'a pas besoin de vivre, l'Afrique doit être déshumanisée. Et en fortiori, tous ces pays qui détiennent toutes ces ressources naturelles doivent être soumis à la rigueur d'une certaine discipline. Croyez-moi, les États-Unis, sur les 244 ans d'indépendance, ils ont fait la guerre 241 ans. La violence, aujourd'hui, est démontrée comme l'usine la plus productive des richesses. S'il y a des grandes puissances aujourd'hui à l'échelle internationale, comme les États-Unis, première puissance militaire, première puissance économique, c'est à cause de la guerre. Vous avez suivi dernièrement tous les investissements qui ont été réalisés en Ukraine. 110 milliards de dollars. Les États-Unis, il est resté aux États-Unis 62 milliards avant que ça n'arrive, comme frais de transaction, etc. Donc on ne fait pas la guerre pour faire la guerre, on fait la guerre pour s'enrichir. Et c'est comme ça que les Américains ont plus de 100 bases militaires à travers le monde. Ce n'est pas pour des amourettes, c'est justement pour véritablement avoir accès aux ressources. Je voudrais aussi insister, comment expliquer que lorsque vous voyez Ituri, vous voyez Rutshuru, vous voyez Masisi. Mais en Rutshuru, on retrouve le minerai de prédilection stratégique aujourd'hui. Ce minerai s'appelle le nobium. Vous savez, dans la fabrication de fusées, les nobiums interviennent dans la stabilisation des fusées. Et vous savez, le coût d'investissement d'un fusée, ça représente 14 milliards de dollars. Donc, le Congo-Kinshasa dispose d'un tiers, véritablement, de cette ressource. Vous savez que le Congo-Kinshasa dispose de 80% des réserves mondiales en coltan, Koromo-Tantalite, mais dans l'espace de Massissi, Walikale, etc. Je ne vais pas parler de l'or du côté de l'Ituri et compagnie. Donc, cet espace-là, c'est le combat que mènent les puissances d'argent pour avoir de la suprématie au monde. Et ils utilisent, et pourquoi je disais convergence d'intérêts, ils utilisent certains pays frontaliers. On peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie.
Rares sont des pays qui changent d'adresse. Et le Rwanda, c'est notre voisin. Mais on peut changer de politique intérieure aujourd'hui. Bien parce entendu. Que cela, on le sait aujourd'hui que la RDC détient ses minerais depuis belle lurette. Aujourd'hui, quels sont les dispositifs à mettre justement pour protéger la population de cette partie? Oui, mais c'est pourquoi nous devons faire le vrai diagnostic, parce que le focus sur le Rwanda. Le Rwanda n'a pas beaucoup de possibilités plus que le Congo. Le Congo a autant de militaires, le Congo a autant de moyens, etc. Vous savez, je me suis exercé de comprendre le budget du Rwanda. Ça ne représente même pas le 20% de ce que représente le budget du Congo. C'est que très clairement, le Congo a une certaine suprématie. Mais pourquoi le Rwanda tient tête? Simplement parce que c'est un sous-traitant, parce que c'est un commissionnaire, parce que c'est un courtier. Et tant qu'on n'aura pas compris que le Rwanda est un commissionnaire, écoutez, on va tirer sur le Rwanda, et continuellement sur le Rwanda, on n'aura pas de solution. Tant que cette fameuse communauté internationale, qui est une dénomination anonyme, n'aura pas été visée dans notre agenda stratégique. Raison pour laquelle je voudrais insister pour dire, convergence d'intérêts, il y a les puissances d'argent au travers les multinationales qui sont devenues même plus puissantes que certains pays. Et vous avez nos frères de la sous-région qui deviennent des sous-traitants, des commissionnaires. Et vous voyez à l'intérieur du pays, il y a des autochtones, des Congolais qui sont en communion avec ces gens-là. Et c'est comme ça que quand vous arrivez par exemple à Goma, vous allez vous rendre compte du niveau de richesse de certaines personnes. Vous posez la question, mais comment c'est arrivé? Moi, je suis arrivé à Beni, je suis arrivé à Butembo, je suis arrivé à Bukavu, j'ai vu. Moi, j'ai dit, mais d'où vient cet argent? Mais écoutez, il y a des gens qui trouvent des dividendes par rapport à ça. Il faut qu'au moment où nous parlons aujourd'hui du Congo, et que le Congo est dans le viseur, et ce n'est pas Freddy Moulumba qui va me contester, il y a 2 pays africains qui aujourd'hui sont dans le viseur des Occidentaux. On nous a saucissonnés à Berlin en 1885 sur base d'une carte mal dessinée par des personnes qui n'ont jamais été en Afrique. Aujourd'hui, on est encore dans le viseur parce qu'ils veulent nous partager comme des boutiques. Et le Congo, au lieu d'être un seul État, ils estiment qu'il faudrait en avoir 5 ou 4. Monsieur Ferdinand Cambéré, vous avez mené ce combat depuis belle lurette. La question des impérialistes, la question de la balkanisation, qui est d'ailleurs le cheval de bataille de M. Freddy. Mais aujourd'hui, comment dissocier cela de la question politique? Parce que ça donne un tout petit peu l'impression qu'on veut parler de la balkanisation, des impérialistes. C'est comme un prétexte politique. Comment arriver aujourd'hui à en faire un problème réel de la République démocratique du Congo au-delà des questions politiques? Merci Arlette de m'avoir associé à ce débat, surtout devant des frères avec qui on a régulièrement des débats. Et j'ai aimé l'introduction de mon frère Freddy, complétée par Norbert. En fait, ils ont peint les tableaux du Costa. Mais ils n'ont pas voulu répondre à votre question. La question c'était, pourquoi alors nous allons rester à qu'à dénoncer? Vous avez posé la question à Freddy. Pourquoi alors la politique intérieure, nous ne savons pas la changer? C'est ça la question aujourd'hui. Parce que ça tire encore à Goma, selon votre introduction et les informations. Non seulement nous voyons aujourd'hui Goma, nous voyons Sake, nous voyons Kiroche, Massissi et tout ça, Rutshuru, mais aussi ça tire, on tire encore à Beni. Continuer à égorger les gens de manière sauvage, de manière atroce. Et plus personne ne parle. Et souvent quand nous parlons plus de Kagame et nous laissons son père Museveni à côté, qui lui a un accord avec un gouvernement, qu'on dit un accord de mutualisation des forces, qui en réalité est le parrain même de tous les désordres qu'il y a sur le terrain. D'où une sorte d'hypocrisie dans ce qui nous dirige. On lève le ton, on veut balkaniser, c'est toujours on veut. Mais quelle est notre responsabilité, surtout lorsqu'on est aux affaires? Est-ce qu'il faut rester là à dénoncer? Est-ce qu'il faut rester là à coincer son propre gouvernement dans des accords
sans sortir des accords, mais on est là à appeler la population de partout. Laissez-moi ici l'occasion de saluer nos joueurs de léopard qui, par ces gestes qu'ils ont faits à Côte d'Ivoire, les gestes inspirés par Bakambu, lorsqu'il ferme sa bouche et il montre les fusils sous la tête pour montrer qu'il y a un génocide qui se passe à l'Est. Et on demande à tout le monde de se taire sur ce génocide, parce qu'on a besoin de nos minéraux, parce qu'on a besoin de nos richesses. Le grand frère Yamba Yamba a cité quelques minéraux rares qui sont recherchés. Est-ce que ça a plus de valeur que l'être humain pour qui tout ça, Dieu les a enfouis dans nos terres, dans notre sous-sol? Et lorsque nous prenons des responsabilités politiques, parce que pour revenir là-bas, est-ce qu'il fallait signer ces accords? Vous prenez le pouvoir, je voudrais ramener mon frère Yamba Yamba plus loin, parce qu'à ce moment-là, je me comporte, vous avez demandé, comme un PPRD, et je sais que lui et IDPS, on a toujours fait le débat ensemble. Lorsque finalement le pouvoir quitte de Kabila, vous savez les combats qu'il a menés. Je ne vais pas revenir là, réunification, on entre à transition 1+4, on va dans le premier cycle électoral, on va dans le deuxième, le troisième est celui-là qui nous produit quand même le fils de Sphinx, quand même quelqu'un qui vient d'un parti que tout le monde espérait que c'est un parti qui a une leçon de la démocratie, mais pour nous organiser à la fin des élections chaotiques, alors qu'on est en face des dangers permanents. C'est ça le problème. On est en face des dangers. Pourquoi des Sun City, on a voulu que ce pays soit démocratisé, que nous ayons des institutions démocratiques? C'est pour qu'un jour nous puissions affirmer notre indépendance en tant qu'État, que nous ayons des institutions fortes et pas des personnes fortes et pas des individus forts. Nous ayons plutôt des institutions fortes. Elles ne seront fortes que lorsqu'elles sont ici des élections démocratiques et libres où on ne triche pas avec des machines à voler. Parce que ce que Félix nous a fait là, en nous ramenant en arrière, où des machines se sont substituées, où les machines ont remplacé les peuples pour élire les dirigeants, nous sommes maintenant en face d'un pouvoir qui est faible parce qu'il manque de légitimité. Ce n'est même pas étonnant qu'aujourd'hui, après la prestation de serment, avant même qu'il ne forme son gouvernement, que maintenant tout le monde, Kagame, écrit sur nous tout le temps parce que, fort des accords qu'il a signés avec le pouvoir, on crie sur Kagame, mais Museveni est là, Kagame sait que Museveni est là, et Museveni fait semblant de construire des routes vers Beni, mais entre-temps, le massacre continue à Beni, à Ituri. Mais on les félicite. On attaque Sake, Goma complètement encerclé, mais on vous apprend que le gouverneur qui lui est militaire, on a mis l'état de siège là, dans l'espoir que parce qu'il y a la guerre, en réalité, il faut que c'est un défi et qu'il faut qu'il y ait un militaire qui puisse confronter la réalité. Non, ils sont dans autre chose. Ils sont en train d'inaugurer, c'est pas moi, poser les premières paires de routes à Beni. Mais on est dans quoi finalement? Et finalement, lorsque nous disons on veut balkaniser notre pays, est-ce que nous-mêmes, nous prenons nos responsabilités lorsque nous sommes autorités? Mais qui va prendre? Tout le monde est ici à Kinshasa, qui sont allés dans ces élections. Vous le savez que nous, on les avait décriés. Nous avions dit, Félix a choisi une mauvaise approche d'aller vers Kigali, d'aller vers Museveni et de ramener les M23 ici. C'est une mauvaise approche, Kabila, pour arriver là où il était arrivé. Et même promulguer les codes miniers, c'était tout ce monde qu'ils sont en train de citer qui lui en voulait. Qui lui en voulait. Alors, comment Félix vient? Il revient tout droit vers ces gens. Et regardez, ils sont là. Dès qu'ils étaient allés aux élections, ils sont ici dans des bars en train de célébrer. Moi, j'ai 20 députés, moi, j'ai 30 députés, c'est moi qui dois être Premier ministre. Et ça brûle, ça tire encore. Est-ce qu'ils ont pitié de cette population à Goma, au Nord Kivu? Mais les narratifs, ce qui est malheureux, regardez tout ce qu'ils ont aligné dans les médias, ainsi de suite, comme discours.
C'est pour rappeler les accords de 2009, et c'était Kabila qui avait signé, c'était Raymond Tshibanda qui était là. Mais enfin, on est dans quoi? Est-ce qu'on est dans la recherche des vraies solutions à ces défis qu'ils ont créés eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont dans ça? Ou ils sont dans les tralala, rien que pour endormir l'opinion et que les gens n'aillent pas vers la vraie cohésion nationale pour affronter ce qu'ils ont créé? C'est ça le problème. Qui devrait justement se mettre devant de la scène pour pousser la République démocratique du Congo à réagir comme il se doit? Oui, je vois très clairement le président Tshisekedi est très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Nous allons faire la guerre. La seule solution, c'est faire la guerre. Les peuples qui ont laissé leur territoire occupé par les armées étrangères, ils l'ont toujours perdu. Et quand on vous pousse d'aller négocier, vous voulez négocier pour céder cette terre. Kagame occupe Massissi, Walikale, quoi encore oui, il est presque au Tchourou. et Massissi. Nos amis occidentaux viennent faire pression pour qu'on négocie avec Kagame. Ça signifie quoi? Qu'on cède nos territoires à Kagame. Mais ce n'est pas Kagame. Les multinationales occidentales qui sont à Kigali, leur objectif, c'est faire les Rwandais comme un Singapour africain. Toutes les banques occidentales sont à Kigali. Les entreprises d'assurance, des usines de traitement de l'or et de coltan, ce ne sont pas des Rwandais. En fait, nous sommes en face d'un Occident qui nous fait la guerre. Il faut qu'on comprenne ça. Ce n'est pas Kagame, ce n'est pas Museveni, c'est l'Occident qui nous fait la guerre pour mettre la main sur nos richesses. Mais Kagame, avec les Rwandais, ont aussi des ambitions sur notre territoire. Mais aujourd'hui, disons-le, vous parlez de l'Occident. Oui. Aujourd'hui, si on prend le cas de Nanga, Oui. qui est en rébellion, est-ce que demain, ça ne sera pas le M23, ça sera plutôt une guerre entre Congolais? Ça, c'est un faux discours. On connaît comment ça se passe. Prenez la première guerre, la guerre de l'Afdel. L'histoire est très importante. Les Rwandais, avec l'Occident, avec Bill Clinton, montent les coups. On va chercher Mzee Kabila. On les met pour légitimer le mouvement. Nous arrivons à Kinshasa, on l'assassine. Les Rwandais récupèrent la situation. Négociation avec RCD. Robert est à la tête. Après RCD, vous avez CNDP. Kunda. Après Kunda, vous avez maintenant CCB mois. M23, c'est en 2013 ou 2012. Aujourd'hui, ils sont de retour. Donc c'est tout un processus, ce qu'on appelle la guerre d'usure. Il faut que les Congolais ouvrent les yeux. C'est une guerre pour imploser les Congos. C'était même la base de la guerre de l'Afdel. L'objectif de la guerre de l'Afdel, c'était imploser le Congo et contrôler les matières premières. Ils ont pris du temps, ça fait plus de 20 ans. Donc à 30 ans, les nouvelles générations qui vont émerger ne faut pas comprendre ce qui va se passer. Donc il faudrait qu'on tire l'attention. Voilà pourquoi moi j'ai dit, nous devons faire une guerre patriotique. Sans guerre, nous perdons le Congo. Quand vous parlez de guerre patriotique, vous sous-entendez quoi exactement? C'est d'abord les médias. Regardez à Kinshasa. Que font les médias congolais? Je prends les médias nigériens, les médias burkinabés, tout comme maliens. Suivez les médias. Tout est axé sur la défense de la patrie. Mais venez à Kinshasa, vous êtes ailleurs. Ça prouve que nos journalistes ne sont pas aussi à la hauteur des enjeux. Ils ne savent pas hiérarchiser les événements. Les gens sont morts. On peut dire Kagame, avec ses amis, occupe déjà une partie de Saké. Regardez dans nos médias, regardez les débats qu'on fait. Ça prouve que nous tous, on ne comprend rien. Donc ça, c'est nous, d'abord, les médias. Deuxième chose, l'armée. Vous savez très bien, mixage, brassage, nous sommes infiltrés à tous les niveaux. D'ailleurs, Kagame, avec son armée, ne fait pas la guerre. Il n'y a que la trahison. Nos généraux infiltrés donnent les informations. Demain, les villages tombent. Donc, tant qu'on n'a pas compris ça, on ne s'en sortira pas. Et quand nous discutons, on oublie l'Occident. Et les politiques dans tout ça? Les politiques, la plupart des hommes politiques aujourd'hui qui sont au pouvoir, sont des gens de Kagame, qui ne connaissent pas. Quand l'AFLEL est arrivé, pour être ministre, DG, il faut une recommandation. L'exemple est là. On connaît beaucoup de choses. Ces gens-là sont au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Nos propres frères, il y en a des Rwandais qui ont pris nos propres noms, qui jouent les jeux. Nos propres frères sont recrutés. Je te prends un exemple encore.
Mwanga Chuchu. Il est condamné à mort. Hein. Est-ce que vous avez vu nos journalistes, nos hommes politiques en parler? Ça signifie quoi? C'était les patrons de toute la plupart des hommes politiques ici. C'est Mwanga Chuchu qui est le patron. Le problème est que nous avons des infiltrés à tous les niveaux. Pendant l'AFDEL, je peux dire pendant plus de 25 ans, on nous a infiltrés jusqu'au village. La situation est très complexe. Et moi, je demande au moins aux intellectuels de réfléchir des fois. Qu'on ne tombe pas dans le sentiment. Ce qui se joue ici, c'est l'avenir du Congo, de nos enfants et de nos petits-enfants. Qu'on ne badine plus. L'Occident est décidé de couper le Congo en morceaux. Et ce qui peut facilement les faire reculer, c'est le rapport de force. D'abord, le rapport de force intellectuel. Les journalistes, les intellectuels doivent se prononcer sur l'avenir de ce pays, sur la guerre qui se passe à l'Est. Et les médias doivent jouer un rôle important. Donner l'information, mobiliser notre peuple. Pas des discours qu'on fait à la télévision, Bendel et Koyate. Non, c'est des histoires. Nous mettons notre population dans la rue. On forme des gens pour protester. C'est ces discours-là que l'Occident comprend. L'Occidental ne comprend que les rapports de force. Mais, monsieur Yamba, vous êtes de l'Union sacrée. Qui plus est de l'UDPS, ce parti de terrain. On se dit, mais finalement, où est cette mobilisation? Elle est enfouie dans le pouvoir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche à l'UDPS, qui est reconnu dans la mobilisation de terrain, de mobiliser sur ces questions cruciales pour la République démocratique du Congo? Les léopards ont donné le temps. Oui, aujourd'hui, on en parle. Tout le monde en parle tout simplement parce qu'ils ont fait un geste au cours d'une rencontre de football dans une compétition telle que la CAN. C'est déjà, on a tendu déjà le bras. Qu'est-ce qui empêche aux politiques aujourd'hui de porter ce combat à bras le corps pour justement permettre de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo? Merci madame. Merci. La question de l'appropriation de cette problématique par notre peuple ne dépend pas d'un parti politique ou du président de la République. C'est une responsabilité partagée et chacun doit jouer sa partition. Vous savez, à un moment donné, lorsque les choses se sont aggravées dans l'est de notre pays, le ministère de l'Intérieur avait demandé aux différents gouverneurs des provinces de prendre la responsabilité, mobiliser notre peuple autour de cet idéal. Ça a été fait. Mais vous savez, on ne va pas à tout moment rappeler. On connaît que le problème se pose et ça continue à se poser. Il va de bonne loi que véritablement les responsables des provinces, les journalistes, y compris les partis d'opposition, le PPRD, l'Ensemble, le Amouka, etc., parce que l'avenir de notre pays en dépend. Et donc, si nous estimons que le Congo nous appartient, et nous avons comme intérêt commun le Congo, notre pays, nous avons intérêt véritablement à nous mobiliser. Peu importe, pas son appartenance. Mais on prendra l'exemple ici, on prend cette parenthèse, la question par exemple de l'état de siège. Qui était réellement la population qui a salué, pensant que c'était vraiment une question qui permettrait aujourd'hui à la République démocratique du Congo de trouver un tout petit peu la quiétude. Mais on se dit, apparemment, c'est des façades, parce qu'on prolonge l'état de siège, on continue, bien que la population qui est sur terrain dise que ça n'aboutit à rien. C'était une décision purement politique. Attention, madame, attention. Un problème complexe, solution complexe. On ne peut pas donner des solutions simples à un problème complexe. Il faut, lorsqu'on est homme politique, il faut avoir le courage et l'audace de prendre des décisions, encore qu'il faut les expérimenter et faire l'évaluation pour tirer des conclusions de manière à prendre de la réorientation. Certainement que cette guerre date de 1996. C'est une guerre qui avait déjà fait plus de 20 ans et que le régime actuel, piloté par le président Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé. Il hérite une situation. Et par présomption, on estime que bon, voilà, les militaires, ils sont mieux placés pour faire la guerre. Peut-être qu'à l'air donné à l'administration et les compartiments militaires, etc., donc ils sont capables de faire de grandes performances.
Et c'est comme ça qu'on est allé dans cette direction-là. Il fallait d'abord expérimenter. Aujourd'hui, nous sommes conscients que le problème est plus que ce que nous avons pensé, encore qu'il faut véritablement prendre de nouvelles alternatives. Freddy Mulumba disait tout à l'heure que le Congo est infiltré. Pourquoi nous avons parlé de la convergence d'intérêts? La convergence d'intérêts suppose que la persistance de la guerre à l'Est prend en considération le multinational, les puissances d'argent, prend en considération les amis de la sous-région qui sont devenus des courtiers, des sous-traitants, prend en considération également des Congos qui trouvent des dividendes autour de cette guerre. Et parmi les Congolais, on les recrute au niveau de la politique, on les recrute dans l'armée, on les retrouve dans les services de sécurité, etc. Il faut le dénicher. Et ça, c'est la responsabilité. Encore qu'il faut que nous ayons tous conscience que nous avons la responsabilité de sauver véritablement notre pays. Et les efforts se font au fur et à mesure qu'on avance, on dégage les faiblesses, on dégage les contraintes, et on se dit, on fait comment, et on prend un autre panier de solutions. Je voudrais aussi, madame, insister sur le fait que aujourd'hui, et si on n'arrive pas à contextualiser ça, on va toujours pérorer, et puis finalement, on n'aura pas de solution. Nous connaissons aujourd'hui, en dehors de la guerre commerciale qui a eu lieu au XVe siècle, en dehors de la guerre industrielle au XIXe siècle, aujourd'hui nous sommes pendant la guerre de la révolution numérique. C'est la guerre numérique. Le monde est en mutation. Il faut des minéraux, il faut des ressources naturelles qui peuvent compenser à cette situation-là. Et ces minéraux, vous le savez, ça se retrouve à un tiers de richesse de ressources naturelles mondiales. Et le Congo est le centre d'intérêt. Le Congo est le centre d'intérêt. Et donc, on ne peut pas laisser le Congo tranquille tant que le Congo abrite naturellement ses ressources. Et c'est très important, madame. Et si l'on ne met pas dans le package cette préoccupation, on n'aura pas trouvé véritablement de solution. Je termine à ce qu'il disait tout à l'heure mon ami Ferdinand Cambéré, lorsqu'il dit que ce sont des élections chaotiques, etc. C'est comme s'il y a eu une planification délibérée, etc. Il faut se dissocier trois choses. La première, c'est que lorsqu'on regarde les élections telles qu'elles ont eu lieu à la présidence de la République, il y a eu des candidats potentiellement forts, mais qui se sont révélés sur le plan de l'effectivité. Il y a le président Tshisekedi, le président Moïse Katumbi, etc. Au niveau de l'organisation, le président Tshisekedi a réussi à drainer véritablement la plupart de personnalités politiques majeures qui ont arrosé l'ensemble du territoire national. Sur les 145 territoires, on a retrouvé véritablement une sorte de représentation. Et ça devenait véritablement comme étant, n'est-ce pas, une acceptation populaire. Le président Tshisekedi a été élu. Moi, je me rappelle bien, j'étais candidat député national. Là où je me suis retrouvé dans le Sankourou, territoire de Lomela, je n'ai pas vu les représentants de l'ensemble. Je n'ai pas, même quand je suis arrivé à l'État, beaucoup ne voulaient pas se faire voir. Oui, donc c'est ça aussi. Alors, contester une telle élection d'un personnage qui a été pratiquement publicité, c'est pas correct. Il faut toujours apporter une certaine nuance au niveau de la poche. Mais tandis qu'au niveau des élections législatives, certainement que la plupart des gens, des compétiteurs, sont des gens de l'Union sacrée. Et vous savez, on était tous ensemble, mais il y a une confrontation, il faut l'accepter. Et nous avons, dans cette confrontation, il y a des gens qui sont bien comportés, il y a des gens qui ne sont pas bien comportés. Nous héritons naturellement d'une expérience malheureuse, n'est-ce pas, de l'ancien régime, le régime précédent, etc., où les machines sont utilisées par les hommes politiques. En tout cas, on a eu l'expérience, parce que moi, j'étais candidat député national en 2018. Il y a des gens qui avaient véritablement de machines à l'époque. Et vous savez qu'il y a une nouvelle discipline, madame, et là, je termine. La nouvelle discipline, aujourd'hui, qui est une science inventée, acceptée, agréée à travers le monde, ça s'appelle la manquémologie. La manquémologie voudrait que, lorsqu'on veut faire une analyse, une évaluation de la performance d'une institution ou d'un personnage, il faut tenir compte des différents systèmes que le personnage a connus. Ça peut être des séquelles tirées, par exemple, dans tel ou tel système. Si vous avez connu un système de magouilleurs, si vous avez connu un système de la jungle, si vous avez un système de corrompus, tous ceux qui ont été animataires par rapport à ce système ont tendance
tendance à reconduire, à avoir des réflexes du système qu'ils ont subi. Et donc, dans l'analyse des faits, même si on change le système, la tendance générale, c'est de pouvoir poser des actes qui sont conformes, parce que c'est internalisé, c'est domestiqué dans l'air sang. Voyez. Et la plupart des gens qui se retrouvent aujourd'hui pas à l'Union sacrée, pour la plupart, en tout cas, viennent du régime précédent. Je ne dis pas que tout le monde s'est mal comporté, mais je dis qu'en fait, ils ont acquis. Il y a de ceux qui viennent du comportement de Mobutu qui, depuis... Bien entendu, mais c'est comme ça. Tous les impacts. Même de l'UDPS qui ont... Tous les impacts. Voilà. Ils étaient de l'UDPS quand Kabila est venu, ils sont partis chez Kabila. Voilà, donc c'était transhumant. C'est pas seulement que... Non. C'est pas seulement quitter chez Kabila pour changer. Ils étaient chez Mobutu, ils ont quitté, ils sont entrés chez Kabila Père. Kabila Père, ils sont entrés. Je parle des sciences. Je donne un principe que la transhumance n'exclut pas que le fait de la personne qui a reçu des impacts, des séquelles de maquetum, et de maqueta. Et ce personnage-là qui a subi ces impacts, il est difficile à lâcher prise tout de suite, que ce soit avec Mobutu, que ce soit avec Kabila, aujourd'hui avec Tshisekedi, etc. La tendance, c'est de pouvoir repercuter les mêmes comportements, les mêmes états, la même situation. Parlons du centre d'intérêt justement, parce que vous avez composé avec eux. Aujourd'hui, si on regarde la sphère politique, on va dire que c'est ces politiques-là qui ne font que changer selon ce qui est au pouvoir actuellement. Et c'est cette tendance-là. Mais aujourd'hui, politiquement, vous acceptez de composer avec eux. Ils ont fait cette majorité que le président de la République a eue. Et aujourd'hui, on revient sur le centre d'intérêt. La formation du gouvernement. Est-ce que je me suis juste un mot, madame? Oui. Juste un mot pour vous dire que effectivement ces gens-là existent. Et il y a aussi des gens, nous sommes là, IDPS, compagnie, etc. On vit avec les gens quand les gens sont assez nombreux. Il y a malheureusement même ceux de l'UDPS qui n'ont pas hérité, qui n'ont pas été avec les autres, mais qui sont dans ça également. Bien entendu, ça ne manque pas, ça c'est évident. Mais madame, ce qui est plus important, c'est que lorsqu'on change les régimes, on est rassuré qu'il y a une reconduction des réflexes. Mais quand on arrive dans ces régimes, on met des garde-fous. Et ces garde-fous vont changer le comportement des uns des autres. Mais c'est là où j'insiste, que ces comportements ne changent pas en un jour. Il faut du temps. Encore que les différents garde-fous, comme on est en train de parler de la justice, le procureur peut se saisir d'un certain nombre de choses, etc. La justice peut travailler, la CNI, les inspecteurs, compagnie, toutes ces structures de dissuasion peuvent véritablement travailler dans la perspective de changer le comportement de tout un chacun. Mais on ne peut pas terminer en un jour. Je voudrais apaiser mon ami Ferdinand lorsqu'il dit que... J'en ai besoin. J'ai besoin de l'apaiser. Oui, je voudrais vous apaiser quand vous dites, mais écoute, il y a la guerre. Et puis bon, m'a béni, on est en train de faire des inaugurations, compagnie. C'est comme si on n'avait rien à faire. Ouais. C'est comme si ce n'était pas une préoccupation. Mais écoutez, on ne va pas arrêter la vie de tout un peuple parce qu'il y a la guerre. Toutes les préoccupations qui se présentent devant le pouvoir doivent être résolues de manière concomitante. Mais tout est communication également, voilà. Parce que quand vous êtes dans cette partie du pays, qu'est-ce que ça vous rapporte de diffuser que vous avez inauguré un pont en tant que militaire? En lieu et place de privilégier l'approche communicationnelle sur la question de la sécurité, sur la question de la stabilité. Tout est communication. Et ce que nous faisons, madame, et ce que les questions pertinentes, même cette approche critique de Ferdinand, etc., aide l'autorité à consolider sa conviction, à trouver des éléments additionnels pour réaméliorer naturellement ces différentes positions. On ne peut pas refuser les critiques. C'est très important les critiques parce que c'est notre pays à nous tous. Mais ça, ne croyez pas que c'est jeté dans l'eau. On est en train de vous écouter. Moi-même, je suis partie prenante par rapport à la dynamique sécuritaire. On a pris en compte et on pourra faire déjà toujours attention par rapport à ça parce que le pays n'appartient pas à une certaine... Parlons justement des centres d'intérêt politique. Aujourd'hui, on sent que la population... Pas la population, les politiques sont un tout petit peu ajustés sur la question de la formation du gouvernement, sur la question de l'informateur, sur la question qui sera finalement le nouveau Premier ministre. Oui, nous sommes partis avec les 5 ans passés de M. Félix Tshisekedi avec des gouvernements qui ont été, je dirais, avec des qualificatifs. On a vu les warriors, on a vu ceci.
Aujourd'hui, l'on se pose la question, oui, la population se pose réellement la question de savoir qui vont diriger la République démocratique du Congo maintenant, le chef du gouvernement, avec quel profil, avec tout ce qu'on a dénoncé, voire même le jour de l'investiture du chef de l'État, un des pasteurs qui est revenu sur les voleurs, cette fois-ci n'émettez pas des voleurs. Ça veut dire qu'il y a la clameur publique sur les personnes que l'on va nommer au-delà de la question politique. On le sait, l'Union sacrée à la majorité. Quel critérium des gens devrions-nous avoir cette fois-ci? Monsieur Cambéré. Madame Arlette, vous me posez une question qui m'embarrasse. Moi, je conteste le processus dès sa genèse, dès sa conception. Parce que même pour répondre à ce que mon frère Yamba Yamba dit, que pour les présidents, ok, ça passe, mais pour les élections législatives, il y avait à boire et à manger, mais c'était un seul bulletin de vote. Tout ce qui est ressorti dans les rapports, que ce soit Centre Carter, que ce soit les MOE, les rapports de MOE, des missions d'observation électorale, l'Église catholique et l'Église protestante, c'est des résultats dont vous parlez, c'est des résultats qui n'ont jamais connu la compilation au niveau des centres locaux, des compilations des résultats. Et ça, c'est une catastrophe, c'est chaotique. Ce sont les mêmes bulletins où on a vu les bureaux de vote s'installer dans les maisons. Je vous ai d'ailleurs vu sur vidéo aussi dénoncer. Les bureaux de vote étaient dans les maisons des gens. Est-ce qu'on peut se féliciter lorsque nous parlons des enjeux de ces gens où tout le monde a envie de venir au Congo piller, tout le monde a besoin que le Congo soit émietté à morceaux, et que quelqu'un qui a quand même fait un effort, comme le réalise Joseph Kabila Kabange, vous l'écartez à ce genre d'élections et vous vous félicitez des élections qui ont été organisées dans les maisons de privés. C'était le même bulletin de vote. C'est un raté. On a reculé par rapport au combat, comme le dit Freddy, par rapport au combat de ces globalistes-là, qui est pour eux, ils ne connaissent pas votre démocratie, ils ne connaissent pas le peuple, ils ne voient que les minéraux, ils ne voient que leurs intérêts. Nous avons plutôt intérêt, nous, les centres d'intérêt dont on parle, à ce qui est cohésion nationale, à ce que le peuple congolais se trouve encore uni plus que jamais, et pas divisé parce qu'il y a eu des élections. Regardez, vous posez la question de qui sera le prochain Premier ministre, mais la mission est confiée à qui? Encore toujours à quelqu'un, la même tendance, et comme ceux qui disent, la même langue ou la même région. Réellement, parce qu'on a compris les défis qu'il y a de tous ces accords signés entre Kagame, les accords signés avec Museveni, les accords signés avec Uhuru. Et il y a aussi un cessez-le-feu là, parce que Freddy, j'aime quand il dit il faut faire la guerre patriotique, mais de quelle manière? De quelle manière on va faire? Vous faites recours à des groupes armés, alors que l'état de siège, c'était en réalité avec comme objectif de neutraliser les groupes armés. Et regardez, parce que vous parlez de l'infiltration, s'il y a oui, on s'est plaint de l'infiltration comme on a toujours dit, mais Yamba Yamba vient de le dire, nous savons qu'il y a des gens qui nous en veulent et qui ne s'arrêteront jamais à nous en vouloir. En tout cas, l'argumentaire au Rwanda, ils sont clairs. Que ce soit quand Kagame parle, que ce soit quand ses ministres de défense ou ses chefs d'état-major, ils disent nous irons au Congo, nous irons nous battre là-bas, le Rwanda est petit. Mais est-ce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ils comprennent ça? Lorsqu'on voit une sorte de récréation, même dans ce qu'on attend comme il faut faire une guerre patriotique, même dans les gestes qui a été effectué à Côte d'Ivoire, est-ce que ceux qui prennent tous les pays comme état l'IDPS, est-ce qu'ils comprennent ces enjeux-là? C'est ça le problème. Et tous ces gens-là seront là à les acclamer, à les regarder, vous excluez les uns aux élections, vous allez, vous faites proclamer avec des résultats staliniens, et après tous ces chefs d'État qui viennent, et puis ils repartent, et puis bon, la guerre commence. Mais comment empêcher à cette opinion qui est en train de croire
même certains que vous recevez souvent, mon frère reçoit par exemple mon frère et ami Bitakwira dans ses émissions, qui lui a dit que cette guerre-là, c'est une guerre amicale, une guerre arrangée. On voudrait bien qu'il y ait ces désordres-là, parce que les matins, on me disait, oui, Sokoy, oui, l'autre là, c'est quoi? Et ils peuvent bombarder, mais on ne les voit pas. Récupérer les villages. Nous avons besoin de nos villages. Alors, eux voient les minéraux, mais nous, on a besoin de nos villages. On a besoin de nos chats. Nous n'avons pas besoin d'aller à Goma. Chaque fois qu'on était menacé par les M23, je voudrais encore rappeler ici que c'est cette armée qu'on dit infiltrée qui avait quand même défait les M23. Et lorsque vous avez les arguments de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est de dire non, Kabila n'a jamais défait les M23, ils étaient toujours à Kigali. Mais pourquoi vous êtes allés les rechercher là-bas? Et pourquoi il y a eu d'autres accords? Parce que même quand vous voulez parler que des accords, j'ai vu même un autre ressuscité, c'est pas moi, un Joël Kitengela, ressuscité une lettre. J'aurais bien voulu me dire qu'il est allé chez Mbosso et qu'il a trouvé que cette lettre est prétendument attribuée à Bochab, que cette lettre-là est réelle. Heureusement que tous sont des lignes sacrées, même quand il les acquise, ils sont tous, que ce soit mon prof Bochab, que ce soit les Katitima qui citent, ils sont tous à l'union sacrée. En dehors de Kiamusoke avec qui on est, qui un jour, lorsque cette lettre-là circulait, c'est lui qui m'a expliqué que ça c'est une fabrication de l'IDPS. À l'époque, je crois aux élections de 2011, lorsqu'on voulait tout attribuer à Kabila, et qu'on a fait ça, mais ça n'a aucune trace au niveau du palais du peuple. Mais pourquoi ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils peuvent laisser les gens dans les médias continuer à raconter, surtout tirer contre ceux qui sont dans l'union sacrée? Alors, est-ce que ça, c'est en train de nous faire avancer vers un gouvernement fort, vers des institutions fortes, pour que nous, à face de cela que nous accusons, des Occidentaux, lorsqu'ils viennent avec des discours, arrêtez d'utiliser les groupes armés, arrêtez d'utiliser les FDLR, arrêtez, et que nous choisissons de continuer à utiliser que non, les Ouazalendou appuyés par les FARDC. Mais qui doit appuyer qui? Ce sont nos FARDC qui doivent être d'abord au devant. Pour éviter tous ces discours de calomnie ou de ceci. Et s'il y a des vaillants jeunes, que cette guerre-ci ne soit pas une guerre pour exterminer cette jeunesse-là. On a plutôt besoin à l'intégrer dans l'armée et à la former pour qu'elle combatte, parce que cette guerre ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Le Congo, pour être fort, a besoin d'une armée forte et disciplinée. Oui, je pense que pour comprendre ce qui nous arrive, il faut faire une lecture historique. Quand on a créé l'AFDEL, on est parti chercher Kagame et Museveni par les amis de Bill Clinton dans le Kansas, les hommes d'affaires, pour mettre la main sur le Congo. Nous n'étions pas dedans. On est parti les chercher. L'objectif poursuivi, dès que la guerre a commencé, faire imploser le Congo. C'est le même processus. Mais alors, comment on revient sur la question des dirigeants, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il faudrait avoir des personnes qu'on dise tout ce qu'on veut. Il faudrait avoir aujourd'hui un Premier ministre, un gouvernement qui devra faire face à toutes ces questions. Maintenant, ce n'est pas question. La question du Premier ministre, ça c'est secondaire. Ce qui se passe ici, il faut faire la guerre. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire la guerre et récupérer notre territoire? Point trait. Des choses. La diplomatie, le président Tshisekedi a fait un travail énorme aujourd'hui. Il était le tour du monde. On n'a pas parlé du Congo. Il a parlé partout. Aucun occidental n'a branché. Je rappelle ici, en 2011, Kagame a fait des aventures sur notre territoire. Colin Powell, qui était secrétaire d'État américain, a appelé Kagame et Museveni, retirez vos troupes. C'était sous George Bush, fils. Kagame a retiré. En 2000, je pense 2012 ou bien 2010, la guerre dont notre ami parle, qu'on a gagnée par les FARDC, c'est parce qu'on a appelé Kagame par Obama. Monsieur, retirez vos troupes. Dès qu'on a retiré les troupes, notre armée est entrée avec l'accompagnement de la MONUSCO. Mais il faut se poser la question. Comment aujourd'hui nous sommes
Kagame occupe le territoire. Pourquoi l'Amérique n'intime pas l'ordre à Kagame de retirer ses troupes? Comme on l'a fait du temps de Obama, tout comme du temps de George Bush fils. Pourquoi? Ça signifie que ceux qui sont au pouvoir en Amérique, l'administration Clinton, est composée, pour la plupart des cas, de ministres, ou bien de ministres qui ont travaillé avec Bill Clinton. Ces gens sont très proches de Kagame. Peut-être ça pourra changer quand Trump sera au pouvoir. Mais en attendant que Trump soit au pouvoir, nous devons être conscients que nous devons faire la guerre. Et avant de faire la guerre, il faut nettoyer. Mixage, brassage. On a vu des Rwandais, des gens qui étaient des caporaux, des généraux qui ne savent même pas lire, hein, ni écrire. Ils sont nombreux à l'armée, jusqu'à aujourd'hui. Ce sont ces gens-là qui nous posent problème. Moi, c'est ce que je déplore, c'est de voir à Kinshasa cette complicité. Que ce soit de l'opposition, tout comme du pouvoir. Ça signifie quoi? La seule personne, j'ai fait la campagne électorale, tout le monde parlait autre chose, mais personne ne parlait de la guerre à l'Est. Sauf le président Tshisekedi. Il a parlé mais sur nous, Top Congo. de quoi? Le seul qui a parlé, clairement. Toute la classe politique s'est tue. Ça signifie quoi? Je le répète, depuis que l'AFDEL est arrivé ici, pour accéder au pouvoir, il faut être avec Kagame. Il y a des ministres qui ils se connaissent bien. Je peux te prendre l'exemple d'un ministre de l'Intérieur. Il part à Goma. Son inspecteur général de la police est parti à Kigali. Il a laissé à Goma. Le ministre est parti seul à Kisangani. Mais on ne l'a pas sanctionné. Donc il faudrait qu'on prenne conscience tous. C'est une guerre de libération. Soit nous la gagnons, on est indépendant, on contrôle les richesses, soit nous la perdons, nous deviendrons des esclaves des Rwandais, des multinationales. Monsieur Yamba, aujourd'hui, je reviens quand même sur cette question parce qu'il faudrait justement qu'il y ait des décideurs, des gens qui orientent les choses. Aujourd'hui, quel profil pour le chef du gouvernement? Je voudrais quand même rassurer l'opinion congolaise qu'il n'y a pas d'amourette entre le Congo et tous ses partenaires-là. J'ai toujours été inquiet de l'illogisme. Le fait de demander tout le temps que l'Occident fasse justice. Or, c'est l'Occident à la base de la situation. C'est perdre du temps. Parce que Kagame n'a pas de moyens pour nous faire véritablement la guerre. C'est l'Occident. Je voudrais également rassurer que la guerre est devenue l'investissement le plus rentable. Et quiconque qui a compris le jeu continue à faire la guerre. L'Occident n'acceptera pas de faire la guerre. Alors sinon, faites la guerre. Qu'est-ce qui empêche à la République démocratique du Congo de faire la guerre? Et la guerre donne des richesses incroyables. Vous ne savez pas combien de temps les gens ont fait à Rutshuru. Ils auraient pu attaquer Goma depuis. Parce qu'à Rutshuru, il y a les Nobium. Parce qu'à Rutshuru, il y a les Colta. Et ils ont continué à exploiter notamment, etc. Et donc cette insécurité-là permet véritablement aux puissances de s'enrichir et continuer à s'enrichir. Je voudrais également rassurer mon frère Ferdinand, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et d'affection. Rassurer l'opinion. Il ne faut pas vraiment pas tirer des conclusions non concluantes et dire que l'IDPS veut se prendre comme celui le pays. Ah non! Ah non. Regardez même le nombre de députés de PPRD à l'époque. Si on parle nomination, c'était l'expérience malheureuse. Ils étaient nombreux à l'Assemblée à cause des nominations, etc., où des listes étaient faites. Moi, je suis directeur de cabinet du vice-premier ministre de l'Intérieur. Je n'ai pas été élu. S'il y a eu nomination, s'il y a eu pagaille, s'il y a eu chaos, mais pourquoi moi je ne serais pas élu? Parce qu'en réalité, au niveau de la commission, du comité de pilotage sécuritaire des élections, nous sommes là. Mais pourquoi on n'a pas été élu? Mais donc, il faut toujours avoir un peu plus de réserve par rapport à ce qu'on veut dire. Je voudrais également rassurer, mon ami, que le jeu de la nomination ou de la formation d'un gouvernement passe surtout lorsqu'il y a pluralité, n'est-ce pas, des groupes politiques, etc. On a besoin d'un informateur. Il rigole pour dire, écoutez, ben voilà la qualité de l'homme qui arrive comme informateur, etc. Ce qui peut me dire quelle est l'université où on apprend comment consulter les gens pour savoir constituer une coalition. Non, mais écoute, arrêtez. Arrêtez, parce que là, vraiment, ça donne des mauvaises impressions. Comment c'est celui de PS? Écoutez, Ferdinand Kambere a été ministre.
Est-ce que les jours où vous avez été ministre, vous aviez quand même été à l'école pour être ministre? Non, 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 il faut relativiser ça. On a besoin aussi d'apprendre des expériences, on a besoin également de responsabiliser. Il faut photocopier, il faut photographier la situation telle qu'elle est. Il y a eu copulation, messieurs. Il ne faut pas dire que non, il n'y a pas copulation. Non, non, écoutez, arrêtez. Nous sommes dans des machines électroniques. Chaque fois que quelqu'un vote, automatiquement, on retient le bulletin. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas eu contact. Excusez, madame, je termine mon idée. On retient le vote, on sort véritablement le papier de vote, mais au même moment, le serveur central reçoit le vote. Et le serveur central est habilité, même un jour après. Vous avez vu, toujours aux États-Unis, dans tous ces pays occidentaux, etc. C'est l'électronique, non? La digitalisation vous permet de dire les résultats, même le même jour. Mais dans la loi, aujourd'hui, avec les élections, et donc, nous sommes dans cette situation-là. Il faut toujours relativiser, parce que donner l'impression qu'il y a eu chaos. Non, 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 non. Sinon, s'il y a eu chaos, moi aussi, j'en profiterai. Et d'ailleurs, il dit que, bon, moi, j'ai dénoncé. Oui, j'ai dénoncé. Parce qu'on n'était pas dans le complot. Et ce n'était pas un décès, ce n'était pas le J organisé par le gouvernement de la République. Alors on termine avec vous, quel profil aujourd'hui pour le Alors le profil, vous avez entendu l'ampleur des problèmes. Vous avez entendu la complexité de ces problèmes, des grâces. Parce que je me suis beaucoup, mais ça risque de me créer problème. Je vois des gens là, ministres, on veut être Premier ministre, tout le monde veut être Premier ministre. Attention, 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 attention. Le Congo-Kinshasa a 80 fois plus que la Belgique, 100 fois plus que le Rwanda, 200 fois, 2000 fois plus que Sao Tomé-Principe. On vous donne un ministère, vous êtes incapable de faire des réformes, on n'a pas entendu comment vous avez déplacé le ministère des point A vers le point B, et vous prétendez pouvoir prendre la primature. Non, nous ne sommes pas dans un monde des aveugles. Mais c'est l'union sacrée. Oui, mais non, les gens lancent leurs prétentions. Et c'est aujourd'hui aux managers de faire le casting. Parce que ce n'est pas le fait. Vous savez, j'écoute beaucoup de gens dire tel est populaire dans tel endroit, tel est populaire, il est leader. Leader en fonction de quoi? Et tant qu'on aura utilisé cette démocratie occidentale qui est inadaptée par rapport à notre situation, par rapport à notre âge culturel, pour choisir des hommes et des femmes à cause de leur beauté, parce qu'ils portent de vrais vestes, etc., ça sera grave et gravissime parce que c'est un danger public. Nous voulons effectivement qu'on donne la possibilité au chef de l'État qui a suscité l'intérêt en disant « Venez avec moi ». On n'a pas eu la main libre quand on était avec les Ferdinand. Mais là, j'aimerais que vous soyez à mes côtés et donnez-moi la possibilité d'avoir une marge de manœuvre pour choisir des hommes et des femmes qui sont capables de relever le défi. Et qu'il ait l'occasion et l'opportunité véritablement de décider par rapport à cette question. Mais quand vous venez avec le jeu de groupement, etc., pour jouer le jeu dans le sens qu'on soit nommé, parce qu'en réalité, les gens veulent se faire appeler excellence, honorable, ils sont auréolés d'un certain prestige, même s'ils ne donnent pas des idées en valeur ajoutée, en plus-value, etc. Et il y a aussi des hommes, les Mulumba ici sont là, les Kabéré, encore qu'ils acceptent de jouer le jeu, parce qu'on a besoin véritablement de sauver notre pays de son sommeil des morts. Pourquoi pas Yamba qui a fait une expérience cumulée, qui connaît comment peut fonctionner un pays dans le sens véritablement de la nationalité. Non, tout le monde a au moins les qualités. On donne la possibilité au chef de l'État de choisir qui il veut par rapport. Alors maintenant, c'est à lui d'endosser la responsabilité s'il fait un mauvais casting. Mais émerger dans le sens de dire, moi j'ai été chez moi, on a voté tel pour faire de la compensation sans définir véritablement les profils. Ce n'est pas bon et ce serait un danger public et vous endosserez la responsabilité devant l'histoire et les générations futures si notre pays n'arrive pas à avancer. Nous avons un problème réel dans l'Est. Personne ne propose véritablement un agenda stratégique pour nous dire comment on peut s'en sortir, etc. Et ce sont les mêmes. On choisit déjà en fonction de leurs propositions. Aucune proposition, aucune offre politique, aucun horizon politique. Alors on me dit non, je vais être Premier ministre. Simplement parce que les pays ont ben non, ça c'était le ras-le-bol de M. Norbert Yamba. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci M. Freddy Mulumba également à vous. Non, je rappelle que vous êtes journaliste et politique. Nous avons largement débordé. Une seconde seulement. J'organise une conférence demain à Fatima. Pour mobiliser le peuple congolais par rapport à la guerre à l'Est, par rapport à l'Holocauste oublié, l'Holocauste au Congo.
et la menace de la balkanisation. Il faut qu'on prenne tous conscience. Il faut que le peuple s'engage. Les politiciens peuvent devenir des ministres, mais s'il n'y a pas de Congo, il n'y aura pas de Premier ministre. Donc ce qui est important, c'est sauver la patrie. Monsieur Ferdinand Kambere. Oui, juste un mot pour dire, c'est quand même une déception de suivre un discours du ministre de l'Intérieur qui dit que la guerre est bonne. C'est vrai, c'est une industrie. Mais pour les gens qui nous attaquent, mais il ne faut pas que ça soit une industrie pour les autres, parce qu'ils nous ont promis la guerre et que nous soyons là à subir et à chercher n'importe quoi comme solution pour permettre à ceux qui restent. Chez nous, on veut la paix. Et pour avoir cette paix, nous demandons qu'il y ait un gouvernement responsable qui va former une armée aussi dissuasive qui va contraindre ces gens à rentrer chez eux. Mais ne mentez pas aux gens que vous allez faire la guerre tout en maintenant Museveni chez nous. Parce que Museveni est celui qui est aussi le support d'IM23 chez nous. C'est mentir à la population. Voilà ce que je Ferdinand Kambere, je rappelle aux téléspectateurs. Vous avez été avec lui pendant plusieurs années. Bon. Que vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD. Ça fait débat, mesdames, messieurs. C'était un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Et oui, et au bonheur de se retrouver très prochainement sur la même chaîne Télé 50. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.